Thomas Sankara représente une référence très importante pour plusieurs générations en Afrique, y compris dans la jeunesse africaine aujourd'hui, encore de manière massive dans toute une série de pays, en tout cas francophones d'Afrique de l'Ouest. Son image, ses déclarations apparaissent comme une source d'inspiration. Il représente quoi pour plusieurs générations? Il représente quelqu'un de tout à fait intègre, qui a voulu favoriser de grandes transformations en matière de conditions de la femme au Burkina Faso, son pays, de lutte contre les dettes injustes. Il a voulu essayer de contribuer à mettre en place un modèle de développement auto-centré, c'est-à-dire au lieu d'être totalement tourné vers l'exportation de matières premières et l'importation de produits fabriqués, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, d'essayer de produire sur place le maximum de biens dont la population avait besoin. Et donc à ce titre-là, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il est donc devenu chef d'État en 1983. Il a été assassiné en octobre 1987. Donc sa période de gouvernement est courte, 4 ans, et se termine dramatiquement. Mais c'est frappant à quel point il constitue encore une référence, quoi. Oui, donc en si peu de temps de régime, il a quand même réussi à impulser des grands changements. Donc comme vous l'avez abordé, par exemple, la place de la femme burkinabé dans la société, comment est-ce qu'il a réussi à opérer un tel changement dans les mentalités? La question qu'on peut se poser aussi, c'est comment se fait-il que, au début des années 80, un jeune président de formation militaire fasse de cette question une question centrale, parce que c'est pas l'inclination naturelle des hommes de cette époque, des militaires en particulier. Il a été ouvert à toute une série d'idées révolutionnaires de la génération des années 1960, et puis les expériences à Cuba et dans d'autres pays où le rôle de la femme et la conquête de l'égalité des femmes par rapport aux hommes a constitué un élément clé. Et donc, quelque part, il s'inscrit de ce point de vue-là dans la génération de mai 68 et des années 1970, début des années 80, où il y a eu un important mouvement de libération des femmes et où donc des hommes ont compris l'importance de cela. Alors, pour donner un exemple très concret de ce qu'il a fait, lors de la première année de son gouvernement, un jour, il a demandé aux hommes de faire tout ce que les femmes font d'habitude dans le ménage, de préparer le repas, afin qu'ils prennent conscience, il le disait, ça vous permettra de comprendre ce que, soi-disant, la femme au foyer réalise comme travail et dont vous n'êtes pas véritablement conscient et dont il faut absolument être d'accord de partager le travail. Et puis, lors des activités qui tournent autour du 8 mars, chaque année, pour le droit des femmes, il a fait d'importants discours, il a annoncé des mesures, et donc des mesures législatives, etc., de promotion des femmes. Et donc il faut resituer le contexte, y compris géographique. Son pays fait partie de l'Afrique de l'Ouest, donc comme voisin le Mali, le Niger, un peu plus loin le Sénégal, la Côte d'Ivoire au sud, Togo, Bénin, et c'est une région qui est fortement touchée depuis une quarantaine d'années par une extension de la désertification à partir du Sahara. On appelle d'ailleurs ça la sahélisation de cette région. Et donc, oui, il a compris qu'il défendre les conditions de vie de la population, qu'il fallait reboiser massivement, et qu'il fallait aussi
avoir des activités économiques non destructives des équilibres écologiques et d'essayer de favoriser au maximum les circuits courts. C'est-à-dire, de nouveau, au lieu d'importer un maximum de produits et d'exporter des produits bruts comme le coton, le Burkina est un producteur de grains de coton, il a par exemple considéré que c'était fondamental de transformer le coton en textile et de fabriquer des vêtements pour la population sur place. Ce qui participe très clairement d'une démarche de circuit court. Et de faire produire dans le pays ce qu'on consomme dans le pays. Donc de ce point de vue-là, du point de vue écologique et du point de vue du modèle de développement, il était très clairement visionnaire. Et aujourd'hui, on manque de gouvernants qui, 40 ans plus tard, appliqueraient ce type de politique. Merci. Et on va venir maintenant à un sujet qui vous touche encore plus du point de vue de votre position au sein du CADTM. C'est la question du paiement de la dette. Donc il a été aussi un précurseur pour s'opposer à ce paiement. Et j'avais une question, quels étaient les enjeux autour de cette dette et à qui profitait-elle? À son époque, en 83, 84, 85, jusqu'à son décès en 1987, les pays du tiers-monde étaient confrontés à une énorme crise de la dette. On a appelé ça la crise de la dette du tiers-monde. Elle a démarré en 82, donc un peu avant qu'il accède au pouvoir. Et le remboursement des dettes réclamées à des pays comme le Burkina Faso constitue un fardeau insupportable parce que des sommes considérables de revenus de l'État repartaient vers les créanciers. Les pays, notamment les anciennes métropoles coloniales, notamment la France, les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI, et puis quelques banques, parce que c'est pas principalement des banquiers privés, parce que ces banques ne prêtaient pas aux pays les plus pauvres, donc c'était surtout les institutions multilatérales et les pays riches qui réclamaient des dettes illégitimes aux pays du Sud. Et ça a provoqué cette situation des réactions populaires et également du côté de l'Amérique latine, une campagne lancée par Fidel Castro, qui dirigeait Cuba à ce moment-là, et qui a appelé un maximum de chefs d'État à constituer un front pour le refus du paiement de la dette. Alors, Thomas Sankara s'est rendu à Cuba, il s'est rendu aussi dans des instances internationales comme l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a participé à des réunions de mouvements des pays du Sud, notamment des réunions en Inde, et puis il a eu beaucoup de contacts avec d'autres chefs d'État africains. Et il a essayé de promouvoir en Afrique ce que proposait Fidel Castro en Amérique latine et à l'échelle de la planète, à savoir la constitution d'un front pour, de manière unie, que les pays du Sud disent il faut la suspension du paiement de la dette parce que les dettes que vous nous réclamez, vous les puissances du Nord et les organismes financiers du Nord, n'est pas légitime parce qu'en fait vous avez été complice de régimes non démocratiques, de régimes corrompus, vous êtes fait rembourser plusieurs fois déjà le montant de ce que vous nous avez prêté, vous nous demandez des taux d'intérêt beaucoup trop élevés, et vous nous dictez des politiques qui ne correspondent pas du tout aux besoins de nos populations. Et donc il est allé notamment déclarer cela en juillet 1987 à l'Assemblée générale de l'Unité africaine. L'Unité africaine est l'institution de tous les pays d'Afrique. Son siège est à Addis Abeba en Éthiopie. Et il y a un fameux discours où, avec beaucoup d'humour, mais aussi de conviction, il appelle ses collègues à faire ce front du refus du paiement de la dette. Et il leur dit, si vous me laissez tout seul, je ne serai pas là à la prochaine
assemblée générale, de manière prophétique, certainement sans pouvoir imaginer ce qui allait arriver. En tout cas, il annonçait que si le Burkina n'était pas suivi par d'autres pays, les conséquences pourraient être très graves et pour lui dramatiques. Voilà, merci. Et donc, est-ce qu'il a malgré tout réussi à influencer d'autres pays à suivre sa position? Il a été tout à fait isolé en Afrique. Par contre, il est une source d'inspiration pour des millions de jeunes africains, surtout francophones, qui intègrent dans leurs aspirations, dans leurs slogans, toute une série de demandes de Thomas Sankara, notamment la justice à propos de la dette. Oui, donc cette question du paiement de la dette, ça reste toujours une question d'actualité. C'est une question tout à fait centrale aujourd'hui, parce que au moment où on parle, donc en 2022, une nouvelle crise de la dette est déclenchée, d'autant plus que suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, toute une série de pays qui dépendent d'importation de céréales pour leur nourriture, et c'est le cas d'une série de pays africains qu'on a convaincus spécialisés dans l'exportation, la production du coton, dans le cas de la Côte d'Ivoire, du cacao, des produits tropicaux, ces pays sont des importateurs de céréales. Et la Russie et l'Ukraine exportent sur le marché mondial ou représentent 40% des fournitures de céréales. Et donc les pays comme le Burkina Faso se retrouvent dans d'énormes difficultés pour importer de la nourriture. Et quand ils ne sont pas producteurs de pétrole, c'est le cas du Burkina Faso qui ne produit pas de pétrole, si en plus ils doivent importer du combustible, ils sont confrontés à des augmentations très importantes de factures de leur importation. Les céréales coûtent plus cher, le pétrole coûte plus cher, et le paiement de leurs dettes devient donc vraiment insoutenable par rapport aux besoins de leur population. D'autant que leurs dettes ont fortement augmenté au cours des 3 dernières années, conséquence des dépenses qu'il a fallu faire pour faire face à la pandémie de coronavirus. Donc, effectivement, à la question, est-ce que cette question des dettes est encore d'actualité? Oui, elle est d'une très très grande actualité par rapport à l'époque où Thomas Sankara en a parlé il y a une quarantaine d'années. On va maintenant aborder un sujet un peu plus tragique. Comment a-t-on pu rendre possible le fait qu'il ait été marqué mort naturelle sur son certificat de décès, et quelle réaction ça a suscité parmi la population? En fait, il y a eu un coup d'État contre Thomas Sankara, organisé y compris par des personnes qui apparemment étaient des collègues, voire des amis de Sankara. Il y a eu donc en octobre 1987 un coup avec l'assassinat de Thomas Sankara et 12 autres compagnons de Sankara. Notamment, un des responsables était un des collègues de Sankara, Blaise Compaoré. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il était lié à toute une série d'intérêts des élites politiques locales qui voyaient d'un œil de plus en plus mauvais les réformes lancées par Sankara et la popularité de son gouvernement. Le fait que donc il voulait que les riches aient leur contribution d'impôts beaucoup plus importante, que les inégalités diminuent. Donc il y avait des ennemis internes du côté des élites et de la classe politique traditionnelle, et il y avait alors les puissances étrangères. La France, qui était opposée à Sankara, la Libye de Kadhafi, parce que Kadhafi prétendait être le leader des chefs d'État progressistes africains et voyait en Sankara un concurrent.
La Libye aussi a pas mal d'investissements, ça c'est d'ailleurs depuis l'assassinat de Sankara développé. La Libye investit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, donc au sud de la Libye. Et puis il y avait des régimes militaires dictatoriaux sanguinaires comme le régime de Charles Taylor au Libéria, qui est un vrai criminel de guerre, responsable de crimes contre l'humanité, convoqué d'ailleurs et jugé par la Cour pénale internationale. Charles Taylor, Kadhafi, la France, les services secrets américains, un ensemble de forces et de puissances qui, alliées aux classes dominantes locales et à quelques compagnons d'armes de Sankara, se sont coalisés, ont comploté et ont organisé le coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État, sous la direction de Blaise Compaoré, ont ordonné aux médecins de faire un faux, et donc il a été indiqué, alors que son corps il a été fauché par 3 balles, et sans sommation. Donc c'était quelque chose de tout à fait prémédité. Effectivement, des médecins sous la menace ont signé un certificat de décès de mort naturelle. Ce qui a provoqué des protestations, mais en même temps, s'est instauré très vite un régime fort, et Blaise Compaoré, qui avait organisé le complot avec d'autres, est devenu un chef d'État tout à fait autoritaire, contrairement à Sankara, et il est resté au pouvoir jusque 2014. Il a fallu un énorme soulèvement de la jeunesse pour que le pays soit débarrassé de ce dictateur, qui est resté en place parce que il était un allié de la France, un allié des créanciers, un allié de la Banque mondiale et du FMI. Il a appliqué un modèle de développement qui était celui voulu justement par les institutions que combattait Thomas Sankara. Et il a fallu donc des décennies pour que un véritable soulèvement populaire, qui s'est appelé d'ailleurs le balai libéré, avec l'idée il faut donner un coup de balai. C'est en 2014, après la vague qui avait touché l'Afrique du Nord et qui avait provoqué le renversement en 2011 du dictateur tunisien, puis de Moubarak, le dictateur égyptien. C'est ce puissant mouvement, disons, du printemps arabe et de ses suites dans d'autres pays, qui a permis de se débarrasser de Compaoré. Compaoré, alors, qui a été exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire, parce que la France ne voulait absolument pas que Compaoré réponde de ses actes, non seulement dans l'assassinat de Sankara, mais aussi dans la politique suivie pendant une 40aine d'années au pouvoir, d'Ivoire, qui refuse d'extrader, avec l'accord de la France d'ailleurs, Blaise Compaoré vers le Burkina Faso. Merci. Alors malgré tout, il y a eu un procès qui a eu lieu pour l'assassinat de Thomas Sankara. Est-ce qu'on peut dire que ça constitue une lueur d'espoir pour la jeunesse burkinabé, ou au contraire, par exemple par l'absence de Blaise Compaoré ou encore Hyacinthe Kafando, ça montre encore la puissance de la France et que la justice n'est pas applicable à tous finalement? D'abord, oui, c'est une lueur d'espoir, et le jugement est important. Donc après des années de procès, auquel Compaoré a refusé de répondre, il ne s'est pas déplacé jusque-là, mais il avait ses avocats. Le procès a été très long, et donc tous les accusés ont eu largement le droit de se faire entendre par leur avocat ou par eux-mêmes s'ils le souhaitaient. Les jurés ont écouté des centaines de témoignages, et finalement, Compaoré est reconnu coupable avec plusieurs des complotistes, et condamné, dans son cas, à 30 ans
de prison, qu'il n'accomplira pas puisqu'il est en Côte d'Ivoire. Mais il y a une sentence de justice qui a été rendue et qui est à la fois lourde et claire. Il est considéré comme ayant participé et orchestré directement l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, c'est aussi très important pour sa veuve et ses enfants. Sa veuve vit en exil à Montpellier, je la connais personnellement, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Que vous évoquez le fait qu'il y a eu un certificat de mort naturelle, elle a dénoncé ça tout de suite, et Blaise Compaoré a essayé de l'acheter, alors qu'elle vivait très pauvrement comme réfugiée à Montpellier. Il lui a proposé une somme considérable. Il l'a invité au Burkina Faso. Il faut dire aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il faut dire très clairement aux personnes qui m'entendent que Blaise Compaoré, officiellement, pendant qu'il était chef d'État, célébrait la mémoire de Thomas Sankara. Et donc c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que pour la veuve de Thomas Sankara, pour tous les compagnons de Thomas Sankara, c'était une insulte permanente à la mémoire de Thomas Sankara de voir le responsable de l'assassinat se parer derrière l'image de Sankara, convoquer des commémorations en l'honneur de Thomas Sankara, etc., prononcer des discours d'hommage à Sankara alors qu'il l'avait fait assassiner. Et la veuve de Sankara a refusé, et ses enfants ont refusé, alors qu'ils étaient en besoin, les offres financières. Les offres financières étaient faites aussi pour qu'elle abandonne sa plainte devant la justice burkinabé, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une plainte, il fallait qu'il y ait des plaignants qui demandent que justice soit rendue. Si elle avait accepté l'offre de Compaoré, il n'y aurait pas eu de procès. Et donc c'est grâce à son courage et aux gens qui l'ont soutenu, évidemment, que le procès finalement a eu lieu. Ça a été une demande clé aussi du mouvement de 2014 qui a dégagé Compaoré du pouvoir, c'est de dire maintenant il faut que véritablement justice soit rendue. Donc tout ça est positif. Maintenant, les personnes qui m'entendent là n'ont certainement pas entendu par les médias de ce jugement qui a eu lieu en avril de 2022. Et donc ce qui est très grave, c'est que soit occulté à l'opinion publique internationale ce genre d'événements. On va parler de l'Afrique dans des circonstances plutôt dramatiques, etc., et pas pour rendre compte d'un jugement très important par un tribunal d'un pays africain. Et c'est très dommage, et donc c'est très important, par les réseaux sociaux, par les médias alternatifs. Nous, sur le site internet du CADTM, on rend compte de ce qui se passe régulièrement au Burkina. Et nous avons un groupe de jeunes au Burkina Faso qui s'appelle Attaque CADTM Burkina Faso, qui continue le combat de Sankara sur la question de la dette et sur les autres questions, et aussi s'inspire donc de son passé et des actions qu'il a menées. Donc si je comprends bien, 35 ans après sa mort, Sankara laisse derrière un héritage de jeunesse pleine d'espoir. Oui, tout à fait. De courage, de jeunesse, de quelqu'un tout à fait intègre. Il faut savoir que ce pays s'appelait la Haute-Volta, du temps où elle était colonie française, et Burkina Faso, ça veut dire la patrie des hommes intègres. Et maintenant, les Burkinabés
peuvent se dire qu'à nouveau, malgré de grandes difficultés, certains hommes intègres ont vu leur mémoire sauvée, en tout cas, et peuvent guider quelque part pour des changements qui sont très importants, dans une situation qui reste très préoccupante, parce qu'il y a eu ce jugement qui est positif, mais le régime burkinabé actuel n'est pas du tout un régime progressiste et reste très lié à ce qu'on appelle la France-Afrique et aux intérêts des grandes puissances internationales. Merci. J'avais 2 dernières questions sur la prise de pouvoir de Thomas Sankara. Le fait qu'il ait pris le pouvoir par un coup d'État a-t-il enlevé tout caractère légitime et démocratique? Non, pas du tout. En fait, il y a toute une série de changements démocratiques dans certains pays qui sont le résultat d'un soulèvement de jeunes militaires qui en ont eu marre du régime autoritaire qui précédait. Je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple africain ou latino-américain, c'est le Portugal. Au Portugal, après 40 ans de dictature, en avril 1974, des jeunes militaires, appelés les capitaines, se sont révoltés contre la dictature. C'est ce qu'on a appelé la révolution des œillets. Et le régime démocratique portugais actuel est le résultat de ce soulèvement militaire. Donc, tout soulèvement militaire n'aboutit pas nécessairement à un régime militaire dictatorial. Et en fait, il faut savoir aussi que le soulèvement auquel a participé Sankara était un soulèvement contre une dictature militaire. Donc c'était des jeunes militaires, dont Sankara, qui ne pouvaient plus supporter un régime militaire répressif et qui donc se sont retournés contre un régime militaire répressif pour instaurer un régime politique, démocratique, avec des élections, des changements par voie de loi, des débats et une liberté d'expression très développée dans le pays. Pensez-vous donc que l'utilisation de la violence soit légitime pour promouvoir ces idéaux? Écoutez, pour mettre fin à l'occupation nazie en Europe à l'issue de la guerre mondiale, il a fallu que des gens ici, notamment en région liégeoise, prennent les armes et combattent la résistance armée en Europe face aux occupants nazis ou au fascisme a été une condition nécessaire de la victoire des Alliés contre les puissances de l'Axe. Et donc, dans certains cas, oui, un soulèvement armé est tout à fait justifié. D'ailleurs, la Constitution des États-Unis, un des premiers articles de la Constitution dit qu'il y a un droit inaliénable des citoyens à prendre les armes pour renverser le gouvernement s'il ne respecte pas l'esprit de la Constitution. Et donc, dans certains cas, oui, un soulèvement populaire armé, et dans certains cas, un soulèvement de la part des militaires progressistes qui veulent ouvrir ainsi la voie d'un changement à partir du moment où ça débouche sur une vraie transition démocratique. Oui, c'est quelque chose de nécessaire. On préférait ne pas devoir recourir aux armes, mais dans certains cas, il faut bien passer par là pour libérer un pays. Aujourd'hui, face à l'invasion russe de l'Ukraine, je crois que personne ne peut dire aux Ukrainiens, écoutez, ne résistez pas les armes à la main, laissez-vous envahir. Prendre les armes à un certain moment,
est un recours nécessaire pour la survie et pour l'exercice de la souveraineté du pays, de l'indépendance d'un pays, ou pour le rétablissement ou l'établissement d'un régime démocratique. Merci. Je vous remercie pour toutes ces réponses très intéressantes. Très bien.